Voilà, de retour sur ce plateau. Madame Kamagaté Outouri est toujours en notre compagnie. Elle est fondatrice d'écoles maternelles, préscolaires et primaires. Et avec elle, nous parlons donc de savoir déterminer, savoir prendre soin d'un enfant afin de mieux déterminer son avenir. Alors, nous disions tantôt, avant d'aller à la pub, comment, pour celles qui ont des nounous en ce moment, qui s'occupent des bébés, comment déterminer qu'attention, je suis en compagnie du bon élément, je suis en compagnie de la bonne personne. Il y en a qui vont, ceux qui ont les moyens vont très loin. Comme en Europe, ils mettent des caméras cachées dans la maison pour observer cette dernière quand les parents ne sont pas là. Oui. Et ça a permis justement de mettre à nu beaucoup de déviations, pas mal de vices. Oui. De nombreuses déviations du moins, et pas mal de vices. Ah oui, et je pense que ces personnes ont un peu raison. C'est les moyens. Oui, ce sont les moyens, mais je veux dire que une nounou, quand elle est professionnelle, ça se voit, ça se sent. Sa manière de faire, sa façon même de regarder l'enfant le premier jour, tu peux savoir. Bon, si vous ne savez pas, vous pouvez l'observer pendant, je dirais, 2 semaines. C'est-à-dire l'observer va pas au travail? Non, si vous êtes parce qu'il ne faut pas l'apprendre pendant que vous êtes au travail. Il faut l'apprendre avant. Vous savez que vous commencez dans 1 mois ou dans 2 mois, il faut déjà chercher. N'attendez pas. Si vous êtes coincé, là, je ne sais pas si vous allez peut-être demander une permission, mais il ne faut pas se jeter dessus sur ses filles. Non. J'ai dit que l'enfant peut être en danger, et puis à vie. Il peut tomber malade. Et pendant que tu es en train de chercher, tu vas chez le médecin tout le temps, mais la fille est peut-être malade. Gravement, elle a contaminé votre enfant. Donc, il faut pas, je dis, c'est un métier qui est très, très, très délicat. Donc, la maman, pendant qu'elle prend la fille, doit l'observer. Elle doit l'observer. À la maison, ses attitudes, la propreté, sa façon de tenir l'enfant. Déjà, quand tu prends une nounou, il faut parler avec elle. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas sincères. Hein. Elles cherchent certainement une position ou elles cherchent juste un logement, je pourrais dire. Parce que nounou, soit tu manges la nourriture de l'enfant, le lait de l'enfant, soit le biberon. Parce que il y en a qui boivent. Oui, il y a des filles qui sont vraiment, tu ne sais pas d'où elles viennent, mais elles sont vieuses. Donc, tout ce que l'enfant a comme nourriture, comme vêtements, soit certainement elle a un enfant à la maison, soit elle est nourrice. Donc elle peut même enlever son sein et donner à l'enfant. Ça dit qu'elle se comporte comme une villageoise et tu ne sais pas, c'est quand tu n'es pas là. Donc à la fin, l'enfant devient bizarre dans ta main et tu es étonné. Il y a des enfants, avec l'expérience que vous avez dit, en préparation, qu'il y a des enfants qui ont développé des vices. Des vices. Des vices par, justement, l'intrusion, les manipulations corporelles que la nounou pourrait... Exactement. Une nounou, cette dernière, c'était, je crois, la cousine de la maman qui est venue. Alors, donc même les parents n'est pas à l'abri. Oui, même les parents n'est pas à l'abri. Il faut qu'elle soit professionnelle. Il faut qu'elle soit... professionnelle. Il faut qu'on puisse la former. Si elle n'est pas formée, je vous assure qu'elle va détruire votre enfant. Et chaque fois quand elle vient, cette dernière, l'enfant passe tout son temps à dormir. L'enfant avait juste 6 mois. Un petit garçon. Et quand elle finit de le laver, elle s'asseyait carrément sur lui. Oh là là. Et s'arrangeait à le mettre en position et s'asseyait sur lui. Et cette maman qui se sentait pas bien, elle savait qu'il y avait quelque chose parce que, faut le dire, Dieu nous a donné quelque chose qui est fort. Donc, quand tu prends soin de ton enfant, tu ne peux pas tomber dessus comme ça. Et elle arrivait travailler dans une station, la pauvre, quand elle est rentrée, ce jour-là, elle est rentrée tôt. Et elle a eu ce malheureux spectacle. Elle allait directement, son mari était assis au salon, et elle allait directement dans la chambre du petit. Elle a vu le spectacle. Elle a vu le spectacle. La nounou assise, accroupée sur son bébé de 6 mois. Imaginez un peu, cette dame a crié. Elle a tellement crié, elle avait un autre bébé sur le dos de 3 mois. L'enfant a eu peur, a crié. Et son mari a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, mais tu vois parce que... Mais c'est pourquoi tu... Bon, il y a des maris aussi qui sont, vous voyez, qui démissionnent carrément.
Et la pauvre, elle a quitté son foyer. Je crois qu'elle est revenue et ce jour-là, elle est venue à l'école. L'enfant avait 6 ans. Elle a changé d'école plusieurs fois. L'enfant ne réagissait pas. Et ce matin, ça a changé, là, oui, ça a transformé l'enfant. L'enfant est devenu comme un Mongolien. Voilà, pendant la récréation, l'enfant ne peut pas intervenir avec ses... C'est-à-dire qu'il ne peut pas réagir. Il est toujours... Même la petite sœur qui avait 3 mois à l'époque, arrivait même à le dépasser, le frapper quelquefois. Et tout ça, justement, ça part de Exactement. cette L'enfant est fille-là. traumatisé, il est traumatisé depuis la maison. Et ça, il faut faire attention. Quelquefois, on pense que c'est à l'école. Souvent, c'est depuis la maison. Depuis la maison. Et les papas qui frappent leur femme. Si, devant, en présence des enfants, ça traumatise aussi. L'enfant est traumatisé, il ne va rien dire, mais quand il arrive à l'école, il voit son père qui est tout en train de frapper. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas à travailler. Ou les parents qui font le rapport sexuel avec devant, en présence des enfants. Il faut éviter, vous êtes dans un entrée couché ou, je sais pas, évitez, fermez la porte ou sachez que... Souvent, les enfants ne dorment pas. Et ça pousse l'enfant, je vous assure, quand une grande personne, quand le père est sur la maman, si c'est une fillette que vous avez, à la fin, elle sera lesbienne, c'est sûr. Mon papa a fait du mal à maman, il était en train de frapper maman. Et donc tout ça, ça part de là. Si. Vous voyez l'enfant qui fait pipi sur lui, il n'arrive pas, il est traumatisé, il n'arrive pas réellement à réagir. Où il va pendant la récréation, on avait des images la dernière fois, je ne sais pas, l'enfant se sent... il s'isole, comme ce qu'on voit. Vous voyez, il a des soucis. C'est que ça chauffait à la maison. Soit c'est la nounou qui a une vipère, en fait, qui le frappe, parce qu'il y a des nounous qui sont sévères. On va t'asseoir là-bas. Il faut finir la nourriture. Sinon, si tu ne finis pas, tu vas voir, je ne vais pas te donner. Attends, parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc l'enfant est traumatisé, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à réagir. Pendant la récréation, il se met juste à l'écart. Et dans une bonne école, on découvre ça. On peut savoir que l'enfant, ce dernier a des soucis. Et donc on remonte, on appelle les parents. On remonte. Et après, je veux dire interrogation ou interview, on peut se rendre compte que les parents n'étant pas à la maison, ils sont au travail, la nounou donc... La nounou, c'est le père qui est vraiment brutal. Donc ça, par exemple, voilà. Vous voyez un peu, une nounou qui passe tout son temps à déverser sa colère. Elle-même, elle a été traumatisée pendant son enfance. Donc aussi, elle traumatise l'enfant d'autrui. Elle traumatise l'enfant d'autrui et puis bon, voilà. Et lui aussi va traumatiser quelqu'un demain. Et la chaîne... et puis la chaîne. Et puis demain, on voit un mari qui est violent avec sa femme. Ça part de là. Ça part de là. C'est tellement, pendant son enfance, son père avait 3, 4 femmes. Et il y a une dernière qui a dû le traumatiser. Et là, voilà. Alors donc, au total, quel conseil donner aux parents? Parce que j'imagine que tout parent veut le bonheur de son enfant. Ce serait vraiment bizarre de voir que des parents ou une mère ou un père désirent le malheur de sa progéniture. Quel conseil pouvez-vous donner, Madame Kamagaté? Ce que je peux dire aux parents, si vous savez que vous avez été traumatisé pendant votre enfance, il faut chercher à voir un spécialiste. Sinon, c'est pas possible. Vous allez déverser ça sur votre femme. Parce que c'est ça. La pauvre femme, elle est là. Elle a trouvé un bon mari. Ils se sont mariés il y a 2, 3 mois. C'est la joie. Mais je vous assure, ça remonte. Hein. Un matin, la dame sauvage, bête là. Et puis l'enfant est là. Et puis, devant l'enfant. Devant l'enfant. Et l'enfant, et ça, je vous assure, quand il est traumatisé, c'est un gangster. C'est un bandit. Il ne respecte pas sa femme, il ne respecte même pas... voilà, il devient comme... Donc c'est nous, enfin je veux dire, les parents sont souvent à l'origine des monstres. Exactement. Que les enfants deviennent. C'est quoi je dis, un parent qui a été traumatisé, je vous assure, vous pouvez vous remettre. Il suffit de dire, bon, moi, il faut que je ne puisse pas faire vivre ce que j'ai vécu à ma femme, à mes enfants, à ma famille. Donc, je vais essayer d'être un bon mari. Et puis, ensemble, éduquer vos enfants. Donc, c'est quand le père démissionne que tout ça arrive.
Donc, il faut que... et puis, souvent, il y a des moments qui sont aussi sévères. Il ne faut pas accuser les hommes seulement. Il y a des moments qui sont... Nounous. Voilà, les nounous. Les nounous. D'accord. Donc, il faut voir des spécialistes. Il faut faire attention. Faut faire attention. Parce qu'on les aime, ces petits bouts. Voilà. Merci en tout cas, Mme Kamagaté, d'être venue. J'ai beaucoup apprécié l'échange. À quel numéro les femmes pourraient vous joindre si elles ont des préoccupations que nous n'avons pas pu évoquer sur ce plateau? D'accord. Je suis au 01 47 64 42. 01 47 64 42. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt, assurément. Merci. Alors, juste après, Mme Kamagaté, nous allons juste demander à Christelle Akoussa de prendre un élément. On se retrouve dans quelques instants. Voilà. Merde, ça m'attend là. Mais je ne comprends rien. Je suis à court d'idées et je n'arrive pas à écrire. Pourtant, il faut que j'écrive cette lettre. Merde. Mais voilà. Ça y est, ça peut aller, ça peut aller. Nous voyons ce que ça peut faire. Oui. J'espère que le camarade sera satisfait de cette lettre. Enfin, essayons. Voyons. Oui, 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 oui. Ça peut aller, oui. Oui. Voyons. Voilà. Il ne me reste plus qu'à contempler mon œuvre. Voilà. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. Voyons. Hey, Guédé, tous ces brouillons, rien que pour une seule lettre. Hein? Oh, pomme. Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis pour la dernière fois. Je veux dire ton mot pomme lorsque j'ai mal entendu ce que tu dis. J'ai toujours essayé de te sortir de ta condition de sauvageonne et voilà que tu persistes dans tes manières de poussade. Mort pomme. En voilà des manières. En voilà des manières pour une femme de futur député. Et qu'est-ce que cela changera si tu deviens député? Et cela changera tout, yo. Cela changera tout. C'est un poste en or. D'abord, bonjour, monsieur le député par ici. Bonsoir, monsieur le député par là. Et bien, ma poule, chapeau bas, s'il te plaît. Donc, je vais manger bonjour, monsieur le député par-ci, et boire bonsoir, monsieur le député par-là. C'est donc cela, Guédé. Mais qu'ai-je donc fait au ciel pour tomber sur une femme pareille? D'ailleurs, je n'ai assez de tes histoires. Je vais quitter ce village et partir en ville. Je vais partir d'ici. Bon, calme-toi, yo. Ne pleure pas. Ouvre un peu les yeux. Nous sommes déjà dans la capitale. Nous voilà presque sur l'avenue de l'indépendance. Voilà des gens qui saluent monsieur le député. Allons-y. Voilà. Voilà des gens qui se retournent pour admirer ta jolie robe. Alors, je suis en compagnie de M. Coupeau et on parlait justement avant de vous rejoindre. M. Coupeau, le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, ce sont une série de conseils. Hein, voilà des conseils pratiques parce que... Pour un cadre de vie harmonieux. Parce que quand les bâtiments sont bien construits, quand les bâtiments sont bien implantés, quand les hauteurs sont respectées, les reculs, quand on plante un arbre dans une cour, tout ça, ça donne un paysage urbain et ça dégage une certaine harmonie. Et nous avons fait un petit constat, bon, tout le monde le fait, hein, et il faut encourager d'ailleurs ceux qui construisent des logements locatifs, location simple. C'est une façon d'aider aussi l'État. Et il y a beaucoup qui construisent, mais... Est-ce que les règles, justement... Voilà, bon, ils sont plus orientés par la rentabilité immédiate que certaines règles d'hygiène, d'implantation. Parce que quand on vous donne un terrain, il y a la réglementation, puis il y a les normes. La réglementation va vous dire que votre terrain, là, voilà, le taux d'occupation. Par exemple, dans les quartiers évolutifs, dans les quartiers
l'habitat économique, on dit 60% d'occupation. Par exemple, si votre terrain fait 100 mètres carrés, vous devez construire 60 mètres carrés et les 40 autres, c'est la cour. Mais à quoi sert cette cour-là? Elle permet à l'air de circuler, elle vous permet de planter un petit arbre, elle vous permet de planter un petit gazon, elle vous permet d'avoir des activités extérieures à la maison, elle vous permet de faire pénétrer les rayons solaires dans la maison parce que les rayons ultraviolets ont un impact sur la vie de l'être humain. Et donc, il faut un confort. Et puis, il faut renouveler l'air. Donc, l'air doit pouvoir circuler. Et la conception architecturale va faire de sorte que la cour va permettre une circulation de l'air. Mais dès que vous occupez tout le terrain, déjà, vous-même, vous savez que vous êtes hors sujet. Et puis, bon, vous exposez l'occupant, le futur occupant, qui est donc, dont les fenêtres donnent directement sur la rue. Bon, la poussière, la nuisance, des nuisances sonores. Donc nous avons fait un tour, et nous avons identifié comme ça, pêle-mêle quelques bâtiments. Et puis aussi, il y a le phénomène des murs noirs. On a donc ces premières images, voilà. M. Coupeau. Bon, je voulais vraiment féliciter le promoteur, bon, je ne connais pas, qui réalise, ce sont des logements locatifs, il faut l'encourager parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, les gens construisent et puis vendent. Ça, on est à Cocody. Bon, donc c'est une zone un peu... une zone inondable, mais ce qui nous a frappé, les volumes des bâtiments qu'on a vus tout à l'heure, là, occupent le terrain entièrement. Et c'est l'intérieur, il y a un petit vide au milieu qui permet peut-être d'avoir un certain nombre de parkings. Mais en même temps, il faut se dire que celui qui est à l'intérieur, s'il y a sinistre, comment on a accès à lui? Celui qui est à l'intérieur là-bas. À l'intérieur. Voilà. Et regardez les ouvertures. Quand on fait une ouverture, par exemple, pour aérer un volume, par exemple, vous avez une surface de 12 mètres carrés. Si vous avez, pour arrondir, une hauteur sous plafond de 3 mètres, vous avez 36 mètres cubes à aérer, à ventiler. Donc, le mur qui donne sur l'extérieur, où vous allez positionner la fenêtre sera proportionnelle au volume que vous allez ventiler. Vous n'allez pas mettre une petite fenêtre et bon, l'air ne pourra pas entrer. Et puis quand le volume est important comme ça, quand l'air rentre, il n'a pas le temps de circuler. On ne peut pas renouveler l'air. Donc, il faut respecter les reculs. Il faut avoir une certaine distance par rapport à la rue. Entre les deux bâtiments, vous voyez, par exemple, il est dit dans la réglementation, les deux bâtiments sont pareils. Bon, il y a une rue au milieu. Oui, mais justement, je reviens sur l'inquiétude que vous aviez. S'il y a sinistre, comment on fait pour atteindre... Voilà. Si on peut avoir l'image. Il peut avoir l'appartement qui est en profondeur, par exemple. Voilà. Comment on fait pour le joindre? Si un véhicule de pompier arrive, par où il passe? Surtout que vous avez fait une entrée avec une hauteur peut-être de 2 mètres, 2 mètres 50. Mais le véhicule, il est haut. Donc, c'est pour cela qu'il faut prévoir quand même... Il y a des dispositions à prévoir pour que la sécurité incendie, par exemple, soit prise en compte. On dit, chez nous, en architecture, il faut prévoir l'imprévisible. Bon, là, tout à l'heure, ils ont monté des petits tuyaux pour faire évacuer de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un problème de réalisation. Ils ont fait une dalle et la dalle, certainement, accumule de l'eau parce que les sorties... Souvent, les gens mettent les descentes dans les poteaux, mais ce n'est pas efficace souvent. Parce qu'en coulant le béton, quelquefois même un morceau de béton peut tomber là-dedans et puis ça bouge. Donc il y a un retour. On est obligé de mettre des petits tuyaux. Tout ça, ça fait pas... C'est pas technique. Voilà. Et même la dalle au-dessus d'un logement, on avait parlé de ça une année, ça pose un problème. Parce que la dalle, elle est très maligne. Elle épouse donc la température du milieu ambiant. Quand il y a le soleil, bon, elle encaisse le soleil. Vous avez la fraîcheur toute la journée. Mais le soir, quand elle va prendre la température du milieu ambiant, elle va se refroidir de l'extérieur à l'intérieur. Et vous restitue toute la chaleur. Vous êtes obligé de climatiser. Voilà. Vous êtes obligé de... Il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois après l'émission. Je suis allé voir chez elle. Je suis arrivé, elle a voulu que j'attende jusqu'à 19h et on a visité sa maison. Mais il y a une dalle là-dessus. Mais elle souffre. Elle est obligée de climatiser. Toutes les pièces sont chaudes. Donc, il faut faire très attention à la finition d'un bâtiment. Il faut faire une toiture normale. Voilà, il faut faire une toiture normale et
pour réussir cela, il faut voir les architectes. Alors, Voilà. si on peut Pour revenir... quelqu'un qui réalise ce type de bâtiment, bon, il y a le début qu'il fallait même montrer. Vraiment, Là, on c'est- est en plein milieu des images. Est-ce que ceux qui vont habiter n'auront pas des problèmes de... Il va faire chaud, hein? Oui, mais ça c'est bon, c'est un exemple. Pratiquement tout le monde finit par la dalle aujourd'hui. Et ce qui est même grave, quand on va arriver devant, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a reçu un immeuble, vraiment une belle architecture. Et aujourd'hui, Il y a une dalle. non seulement c'est une dalle, mais sur la dalle, il est en train de mettre des panneaux pour pouvoir faire de la publicité. C'est la mode aujourd'hui. Et non seulement il garde toute l'architecture, on peut avancer, hein, non seulement il garde toute l'architecture, mais en même temps, le panneau qu'il a mis est exposé au vent, parce qu'il est en hauteur. Et comme c'est fixé dans la dalle avec des tubes métalliques, il y aura donc un contreventement, il y aura du vent, il y aura des secousses, et un jour la dalle va prendre un coup. Et je l'ai dit parce que j'ai été appelé par une dame à Trècheville, sur son bâtiment, ils ont mis exactement les mêmes panneaux, et aujourd'hui la maison, quand il pleut, ça coule. Donc ce ne sont pas... Voilà, ici par exemple, il y a un problème d'implantation. Ce sont des boutiques, vous voyez vous-même. Et puis, techniquement parlant, quand on fait un bâtiment d'un seul tenant à une telle longueur, il y a des joints de rupture qu'on met. C'est-à-dire, vous coupez en deux. Des blocs, en fait. Voilà. Et puis, vous mettez un joint au milieu. Et parce qu'une partie peut s'asseoir avant l'autre. Parce que quand on construit un bâtiment, ça s'assoit toujours. Il peut s'asseoir d'un demi-centimètre, d'un centimètre, de 3 centimètres, quand la zone est humide comme ça. Alors, quand on fait d'un seul tenant comme ça, et puis quand on regarde... Sans respiration, on va dire. Voilà. Et l'intérieur est plus bas que la rue. La rue n'est même pas encore bitumée. Le jour où ils vont bitumer la rue, il y aura peut-être un dénivelé de 20 cm. Or, les normes disent, quand on construit un bâtiment, il faut sortir au moins de 30 cm. Ça fait 2 mètres, deux marches de 15. Là, vous voyez. Et ça va recevoir encore des bâtiments au-dessus. Mais ce que je comprends Vous pas... voyez les tuyaux qui sont en attente. Bon, mais là, la mairie doit aller voir. Merci, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est le domaine public, la mairie doit aller regarder. Il faut accompagner tout cela. Voilà le mur noir. On avait fait une émission là-dessus. Tout à l'heure, plus loin, on verra. Donc, il faut bien implanter les bâtiments. Il faut respecter le recul. Voilà, par exemple, ça. C'est pratiquement dans la rue. C'est pratiquement sur la route, pratiquement. Et le balcon qui est là-bas, quand la voiture va passer... Bonjour la poussière. Si c'était seulement la poussière, il y a les gaz nocifs, hein, le CO2 qui sort, le carbone qui va entrer dans la maison. Et puis il y a le bruit. Et il n'a même pas la possibilité de planter un petit arbre. Je veux dire, pourquoi on construit et on a l'air surpris, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on est toujours surpris de voir des personnes... Mais souvent, les gens le font par ignorance. Oui, mais il n'y a pas de réglementation. Si, il y a une réglementation. Bah oui, voilà. Mais quand quelqu'un s'inscrit dans une dynamique de non-respect des règles, oui, d'accord. il peut construire quelqu'un peut dire, je ne respecte pas les règles, peut-être par ignorance ou parce que, bon, il n'a pas envie, point. Mais il y a forcément quelqu'un qui est chargé de faire respecter. Oui, ça je le sais. Mais moi, je vais donner des conseils pratiques. Ce bâtiment devait sortir de terre. OK. Par rapport... la zone est humide. Et ici, la place qui se dégage au milieu, là, je voulais demander pardon, monsieur, s'il pouvait faire un petit parc. Parce que tout le quartier, là, il n'y a pas d'espace vert. S'il crée un petit parc, là, planté avec un petit jardin, des jeux d'enfants, tout, s'il veut même faire payant, mais c'est sûr que tous les week-ends, tout le monde sera là. Et ça va aérer, donc, le quartier. Bon, ici, le monsieur, il a mis le bloc CIE dans sa cour. Là, par exemple, celui-là, il est hors de son lot. Vous voyez le porte-à-faux, là, il est dans la rue carrément. Vous voyez? Il a au moins 1 mètre dans la rue. Le jour, on va faire le bitume, le transport de l'électricité, du téléphone, tout ça, ça va poser un problème. Est-ce qu'il va tailler? C'est-à-dire, on pense bénéficier, avoir un peu plus d'espace, mais dans l'avenir, vous allez avoir des problèmes. Et puis, celui qui est là, sa fenêtre, dès qu'il ouvre, bon, lui, il cause à elle, les passants dehors, les gens soulèvent la poussière, tout ça. Il habite, il dort, Voilà. il dort avec... Voilà. Alors, monsieur Coupeau, vous restez en notre compagnie.